je m'appelle Randria Maefa Alex Claudio. Je suis doctorant en histoire et je suis en train de faire des recherches sur l'histoire maritime et la construction de la mentalité insulaire dans l'est de Madagascar entre le XVIIIe siècle et le début XXe siècle. Là, je vous rencontre dans le cadre d'un séminaire sur la biodiversité et le développement durable. En quoi peut-on faire le lien entre vos recherches historiques et la préservation de la biodiversité? Oui, c'est une très bonne question. Oui, au départ aussi, je me sentais un peu comme un intrus dans cette activité, mais finalement, mes recherches touchent la mentalité. Et la mentalité ne se limite pas à la question humaine, mais ça touche aussi la biodiversité. Parce que, suite à de nombreuses circonstances historiques, la population concernée, là ce sont les Betsumsark, une population de l'est de Madagascar, vont faire des activités qui vont impacter la biodiversité, à savoir la forêt. Et il y aura des politiques qui vont encore, cette fois-ci, toucher encore la forêt, la question de biodiversité, pour des raisons de protection de la capitale. Donc cette recherche, même si c'est historique, ça va concerner surtout la mentalité et son impact sur la biodiversité. Et nous parlons de quelle forêt? La forêt de l'Est, la forêt humide de l'Est de Madagascar. Et comment peut-on la décrire au niveau de sa population? C'est quelque chose qui est entre la minorité dont vous parliez, là, des côtiers et les hauts plateaux, ou bien qui habite dans cette forêt? Cette forêt donc a une place centrale parce que la population Betsumsark, qui est sur la côte est, habite près de la mer, pas dans la forêt. La population du centre, les Myrnes, y habite dans un centre qui est presque dépourvu de forêt. Et donc, il y aura une sorte de pression de l'intérieur vers l'extérieur et ceux de bord de la mer vers l'intérieur. Et donc la forêt va se trouver au milieu de tout ça. Comment a évolué cette forêt alors dans toute votre recherche historique? Dans mes recherches historiques, la forêt a pris d'abord un aspect mythique. Ouais, parce qu'on imagine que tous les créatures fabuleuses et toutes les espèces imaginaires se trouvent dans la forêt. La forêt donc a donné une image d'un monde mystérieux. Mais après, lorsque la population a exploité à fond la forêt, ça a eu une représentation de quelque chose d'utile parce qu'il y a ceux qui pêchent et donc s'ils veulent construire des canaux, ils vont exploiter la forêt. Mais puis après au XIXe siècle, cette fois-ci pour les Myrnes, la forêt a une image de ceinture de protection pour se protéger d'une invasion européenne. Donc cette fois-ci, l'autorité royale a décidé d'interdire l'abattage des forêts pour se protéger de l'invasion européenne. Surtout ce qui est sur la façade est. Parce que ceux qui sont à l'intérieur, ils vont quand même exploiter cette forêt pour construire les maisons, les palais royaux. Donc il y a une sorte de paradoxe. Mais voilà. Mais pour ceux qui sont les petits groupes qui sont dans les zones intermédiaires, ils ont une image d'une forêt infinie. Et tout l'adage, est-ce que vous ne pouvez pas tarir la forêt de l'Est? Parce qu'ils pensent que c'est quelque chose d'infini qu'on peut exploiter à fond. On se lance ça presque comme un défi. On ne peut pas la tarir, mais on va essayer de la tarir, on va l'exploiter au maximum. C'est qu'on a l'assurance que ça ne va pas se tarir parce que c'est un don de Zanahar, de Dieu, et qu'on peut le faire à outrance. Voilà. Ce qui a donc amené une fausse perception, parce que dans la réalité aujourd'hui, j'imagine que cette forêt est surexploitée. Oui, c'est vraiment ça. Ça a causé énormément de dégâts. La forêt est totalement détruite aujourd'hui. Ce n'est pas totalement, parce qu'il y a l'UNESCO aujourd'hui qui essaie quand même de préserver certaines parties de la forêt humide de l'Est, mais une grande partie qui sont entre le centre de Madagascar et l'Est, surtout de Tamatave, là c'est vraiment un grand dégât. Et quelles préconisations vous pouvez faire suite à ce que vous découvrez dans vos études
pour amener à une plus forte protection de la biodiversité de cette forêt-là? Vu que je travaille sur l'histoire des mentalités, je pense que c'est l'éducation à la base. Parce que d'un côté, il y a la question de survie aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent de ces forêts-là. Et il y a la mentalité qui va avec. Tant qu'ils voient la forêt là, ils disent qu'ils peuvent quand même en piquer ou abattre un ou deux arbres, jusqu'à ce qu'ils n'en voient plus. Lorsqu'ils ne verraient plus, c'est là qu'ils se disent « Ah oui, vraiment, c'est un gros problème ». Mais tant qu'ils verront la forêt, ils le feront. Et donc, des mesures d'accompagnement efficaces du côté des dirigeants, mais surtout l'éducation, parce que c'est une question de mentalité. Et on a déjà fait des premières mesures, on peut citer des exemples de mesures d'accompagnement et de sensibilisation? Jusque-là, il y a l'UNESCO qui travaille avec la VOI, la communauté locale, pour la protection des zones humides protégées sur le corridor de l'Est. Du côté de l'État, comment dirais-je, ils s'en tiennent aussi avec ces projets d'institutions internationales, mais sur le concret, ils ont encore quand même du mal parce que s'ils vont interdire l'abattage des forêts et l'exploitation des forêts pour les charbons de bois, ils ne donnent pas d'alternative. Donc c'est un peu un gros problème pour l'État dans cette question de mesures d'accompagnement. Mais je vous remercie. Je vous remercie à vous aussi. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.